À Iwo Jima, porter un lance-flamme revenait essentiellement à signer sa propre condamnation à mort. Sur 100 opérateurs de lance-flammes qui ont débarqué sur cette île volcanique, 41 ne sont jamais rentrés chez eux vivants. Pour comprendre pourquoi ces hommes sont morts, il faut d'abord comprendre pourquoi Iwo Jima était si importante. Au début de 1945, les bombardiers américains B-29 attaquèrent le Japon depuis leur base dans les Mariannes, mais ils faisaient face à un problème redoutable. Le vol de 1500 km jusqu'à Tokyo poussait leur réservoir de carburant à leurs limites. Pire encore, ils devaient survoler une petite île volcanique servant de station radar avancée au Japon. Cette île, c'était Iwo Jima. Ce rocher de 21 km² se trouvait exactement à mi-chemin entre les bases américaines et le territoire japonais. Son radar offrait à Tokyo plus de 2 heures d'avertissement avant chaque bombardement. Les chasseurs japonais, basés sur les 3 pistes principales de l'île, attaquaient les formations de bombardiers sans escorte. Lorsque les B-29 endommagés tentaient de rentrer tant bien que mal, ils n'avaient nulle part où effectuer un atterrissage d'urgence. Des centaines d'équipages périssaient dans les eaux du Pacifique. L'île revêtait une signification encore plus grande pour le Japon. Elle faisait techniquement partie de la préfecture de Tokyo, donc considérée comme un sol sacré. La perdre reviendrait à amener la guerre aux portes mêmes du Japon. Les Japonais savaient que les Américains viendraient, et ils eurent des mois pour se préparer. Ce qu'ils construisirent transforma l'île en une véritable machine à tuer. En février 1945, les Marines américains affrontèrent l'une des îles les plus fortifiées de toute l'histoire de l'humanité. Les Japonais avaient passé des mois à transformer Iwo Jima en un cauchemar de tunnels souterrains, de bunkers cachés et de fortins camouflés taillés directement dans la roche volcanique. Le général Kuribayashi supervisa la construction de 18 km de tunnels, certains creusés jusqu'à 23 mètres de profondeur. Ces hommes avaient transformé l'île en une forteresse interconnectée. Les armes traditionnelles se révélèrent presque inutiles contre ces défenses. L'artillerie ne parvenait souvent pas à neutraliser le béton armé. Les balles n'atteignaient pas les défenseurs enfouis profondément. Les grenades ne pouvaient pas pénétrer assez loin. Un marine raconta avoir tiré une roquette de bazooka directement sur un fortin et vu le projectile exploser sans infliger le moindre dégât, tant le béton mélangé à la cendre volcanique était résistant. Tous les soldats savaient que cette bataille serait différente des précédentes. Les services de renseignement estimaient que 20 000 défenseurs japonais attendaient dans ces tunnels. Les Américains débarquèrent 70 000 marines pour les en déloger. Ce qui suivit allait devenir l'une des batailles les plus sanglantes de la guerre du Pacifique. En 36 jours de combat, plus de 26 000 Américains furent blessés et près de 7 000 tués. Dans ce chaos, les marines découvrirent une seule arme capable de nettoyer les positions japonaises. Mais son coup humain les entrait à jamais. Le lance-flamme M2 était un monstre mécanique que les opérateurs portèrent sur le dos. 2 réservoirs de carburant contenaient environ 15 litres d'essence gélifiée au napalm, accompagnés d'un réservoir d'azote sous pression pour projeter le liquide enflammé. Entièrement chargé, l'appareil pesait environ 31 kilos, comme porter un grand enfant sur le dos tout en courant sur une plage sous le feu ennemi. L'entraînement à ces armes se faisait à Camp Pendleton, en Californie. Les Marines y apprenaient à mélanger le carburant, une proportion spécifique d'essence et de napalm qui adhérait aux surfaces tout en s'écoulant dans les fissures. Ils s'exerçaient à contrôler la gâchette et découvraient qu'une pression complète la vidait en quelques secondes. La règle la plus importante, rester en mouvement, car s'arrêter signifiait mourir. Ce n'était pas le poids qui rendait cette arme si mortelle à porter, mais sa portée, seulement 20 à 30 mètres, obligeant les opérateurs à s'approcher dangereusement des positions ennemies. Pour situer, cela représente moins que la distance entre les bases d'un terrain de baseball. Tandis que les fusiliers pouvaient viser à des centaines de mètres, les opérateurs de lance-flammes devaient littéralement marcher jusqu'à la porte de l'ennemi. Ils devaient utiliser toute la couverture disponible, se déplacer de cratère en cratère, de rocher en rocher. Chaque seconde d'exposition comptait. 3 secondes pour bouger, 5 pour reprendre son souffle, 10 pour étudier la cible, puis recommencer. L'opérateur se cachait derrière tout abri possible, les mains tremblantes en vérifiant le manomètre. À 30 mètres devant lui,
Un fortin de béton crachait le feu. Il savait qu'il devait se lever, courir en avant, devenant la cible la plus visible du champ de bataille. Il n'y avait pas d'autre choix. La réalité fut encore pire que l'entraînement. Les vétérans décrivirent le moment de se lever comme une pure terreur. Les jambes refusent d'obéir. Le corps sait ce qui va arriver. Pourtant, on se lève, car les Marines à gauche et à droite tombent tandis que le fortin continue de tirer. L'arme elle-même était impossible à dissimuler. En tirant, le lance-flamme projetait un jet de feu orange, éclatant visible de tous côtés. Le carburant enflammé produisait une fumée noire et épaisse qui montait comme un drapeau de signalisation. L'azote sous pression émettait un sifflement distinctif, révélant la position exacte de l'opérateur. Tout défenseur japonais à portée de vue ou d'oreille savait exactement où viser. La flamme jaillissait en une traînée orange ardente, s'étendant vers les positions ennemies. La nuit, sa lueur illuminait toute la zone, se reflétant sur les roches et la fumée. Le rugissement du carburant en feu se mêlait aux autres bruits du champ de bataille. Les vétérans n'oublièrent jamais cette combinaison de sons. Au moment où ce sifflement commençait, toutes les armes japonaises sur la crête se tournaient vers un seul homme. Les rapports des marines décrivent la suite avec une précision clinique. Les équipages de lance-flammes ont subi un taux de perte extrêmement élevé. Ces mots à peine suffisent à décrire la réalité. Les défenseurs japonais avaient pour ordre permanent de viser les opérateurs de lance-flammes avant toute autre menace. Les mitrailleurs ignoraient des escadrons entiers de fusiliers pour se concentrer sur un seul opérateur. Les équipes de mortiers lançaient leurs projectiles spécifiquement sur leur position. Les snipers attendaient patiemment la fumée et les flammes. Les correspondants de guerre documentèrent à quel point les Japonais craignaient et détestaient les lance-flammes. Quand ils voyaient un opérateur avancer, ils concentraient toutes les armes disponibles sur lui. L'intensité de ce feu concentré ne ressemblait à rien d'autre sur le champ de bataille. Un fusilier de la marine raconta plus tard comment il avait vu un opérateur avancer vers une caverne. Au moment où l'homme actionna son arme, 6 positions japonaises différentes ouvrirent le feu sur lui simultanément. Les autres marines ne pouvaient que regarder. En quelques secondes, l'opérateur tomba au sol. Un autre marine lui arracha le lance-flamme du dos. Cela dura moins d'1 minute. Cela se produisait encore et encore. Le lance-flamme tombait, un autre marine le ramassait. Parfois, 3 ou 4 hommes portaient la même arme lors d'une seule attaque et tombaient un à un. Les tanks montraient des bosses et des rayures dues à ces multiples porteurs. Un témoignage silencieux du courage des marines morts. Un vétéran nota que le mécanisme de tir du lance-flamme de son unité s'était usé à force d'être manipulé par tant de mains différentes. Le métal brillait là où les gants l'avaient tenu. Chaque paire de gants appartenait à un homme qui n'avait pas survécu ce jour-là. Et un marine continua de noter les noms jusqu'à ce que toutes les pages soient remplies. Un opérateur de lance-flamme du 2e bataillon, 6e régiment de Marines, 5e division de Marines, nommé Downgraves, se rappela plus tard ce qui arriva à son unité. Ils débarquèrent avec 335 hommes. Seuls 18 quittèrent l'île. Le reste mourut ou fut blessé si gravement qu'il dut être évacué. Les vétérans racontent ces histoires, ces récits personnels de destruction presque totale. C'est de là que provient réellement le chiffre de 94%, non pas des statistiques officielles du corps des Marines, mais de la réalité vécue par des unités quasiment anéanties. Dans les archives officielles, le corps des Marines ne documenta que des pertes élevées parmi les équipages de lance-flammes, sans détailler de pourcentage précis. Grave se souvenait avoir compté sa vie en rafales de flammes. Chaque pression sur la gâchette signifiait quelques secondes supplémentaires d'exposition. Chaque mission ressemblait à du temps emprunté. Il vit ses amis se porter volontaires le matin pour mourir avant midi. Il tenait une liste de leurs noms dans un petit carnet et ajoutait des pages chaque nuit jusqu'à ce qu'elles soient toutes remplies. Lors de sa pire journée, Graves vit 4 hommes différents porter le lance-flamme de son unité. Les 4 moururent l'un après l'autre. Au crépuscule, il était le seul opérateur qualifié restant. Il saisit l'arme, vérifia les niveaux de carburant et se prépara pour une nouvelle attaque. L'indicateur de carburant indiquait les 3/4, suffisant pour environ 6 secondes de feu. Quoi qu'il en soit, il remit les réservoirs sur son dos.
Les Japonais avaient de bonnes raisons de craindre cette arme plus que toutes les autres. Quand le napalm pénétrait dans un bunker ou une caverne, il ne se contentait pas de brûler, il consumait tout l'oxygène disponible. Le feu liquide rebondissait sur les parois et contournait les angles, atteignant des défenseurs pensant être en sécurité. Une seule rafale pouvait détruire une fortification entière en quelques secondes. Les flammes se déplaçaient comme de l'eau, s'infiltrant dans les fissures, suivant les tunnels, trouvant chaque cachette. La chaleur extrême dans un bunker touché par un lance-flamme rendait l'espace inhabitable en quelques secondes. Les munitions métalliques explosaient comme du pop-corn. Les murs de béton se fissuraient sous la chaleur. Les hommes non atteints directement par les flammes mouraient asphyxiés, le feu consumant chaque molécule d'oxygène. C'était une arme qui tuait de multiples manières simultanément. Un rapport de la marine souligna que les tanks lance-flammes étaient la seule arme capable de faire sortir les soldats japonais de leur position et courir en terrain découvert. Un soldat japonais, enfermé dans ce qu'il croyait être un bunker imprenable, voyait soudain le feu liquide sortir par la trappe du canon. L'air devenait toxique. La forteresse de béton se transformait en four. Il n'avait que deux options, brûler ou fuir. La flamme approchante terrorisait les défenseurs japonais d'une manière qu'aucune autre arme ne pouvait égaler. Leur entraînement les avait préparés à affronter balles et projectiles, mais rien ne les préparait au feu liquide. Certaines positions furent abandonnées simplement à la vue d'une équipe de lance-flammes. Les défenseurs préférèrent se retirer plus profondément dans le réseau de tunnels, plutôt que d'affronter les flammes. À l'intérieur des tunnels, les officiers japonais donnaient de nouveaux ordres. Chaque balle devait être gardée pour une cible. L'ennemi développa des tactiques spécifiques pour les contrer. Certaines unités formèrent des escadrons suicides, dont la seule mission était d'attaquer les opérateurs de lance-flammes avant qu'ils ne s'approchent suffisamment. D'autres positionnèrent leurs meilleurs tireurs pour couvrir les accès au bunker, attendant la silhouette distinctive d'un homme portant des réservoirs sur le dos. La peur des Japonais envers les lance-flammes fut documentée dans les rapports de renseignement de la marine. Les défenseurs concentrèrent leur feu sur les lance-flammes plutôt que sur les fusiliers. Ils comprenaient que tuer l'opérateur pouvait stopper tout l'avancement américain. Il ne s'agissait pas de tactiques de contre-attaque sophistiquées, mais d'hommes désespérés affrontant une arme qu'ils ne pouvaient égaler. Les soldats japonais laissaient passer un peloton entier sans les toucher. Ils réservaient leurs munitions pour un seul objectif, l'homme avec les réservoirs. Ils savaient que sans le lance-flamme, les Américains ne pourraient pas les déloger. Tuer l'opérateur de la flamme signifiait stopper l'avancée. Le schéma se répéta sur toute l'île. Les défenseurs japonais apprirent à reconnaître la forme distinctive des M2. Ils attendaient le sifflement de l'azote pressurisé. Lorsqu'ils l'entendaient, toutes les armes à leur portée se tournèrent vers ce son. Une cible valait plus que toutes les autres. La charge psychologique était comparable au danger physique. Les Marines portant des lance-flammes furent témoins de scènes qui les hantraient pendant des décennies. Des soldats japonais émergèrent des cavernes, leurs vêtements et leur peau en flammes. L'odeur de chair brûlée se mêlait aux vapeurs de napalm. Les cris n'étaient plus humains. La nécessité de l'arme était évidente, mais son utilisation avait un coût psychologique qui perdura bien après la guerre. Un vétéran décrivit la pire partie. Parfois, les flammes ne tuaient pas immédiatement. Les soldats ennemis sortaient des bunkers en titubant, leur corps en feu, mais encore en mouvement. L'opérateur était là, le doigt sur la gâchette, regardant un être humain brûlé vif. Il ne pouvait détourner le regard. Il devait être prêt à tirer de nouveau. Si l'homme en flammes représentait encore une menace, l'odeur était quelque chose qu'aucun vétéran n'oublierait jamais. Le napalm avait sa propre odeur âcre, mêlée à celle de la chair brûlée, des munitions et parfois des réserves alimentaires des bunkers. C'était une odeur capable de faire vomir même les Marines les plus aguerris. Certains opérateurs frottèrent du menthol sous leur nez. Rien n'y faisait vraiment. L'odeur restait sur les uniformes et l'équipement pendant des jours. Les vétérans racontaient que leur survie ne se mesurait pas en bataille ou en semaines, mais en rafales individuelles de feu. Chaque explosion de flammes révélait leur position. Chaque mission pouvait être la dernière. Le processus de sélection était brutal dans sa simplicité. Les sergents cherchaient des hommes assez forts pour supporter le poids et assez courageux, ou désespérés, pour utiliser l'arme.
Certains volontaires étaient des hommes ayant perdu des amis proches et cherchant vengeance. D'autres étaient des hommes calmes qui ne dirent jamais pourquoi ils s'étaient reportés volontaires. Dans un cas documenté, une escouade entière refusa d'avancer jusqu'à ce que quelqu'un se porte volontaire pour utiliser le lance-flammes. L'opérateur précédent gisait mort à 20 mètres plus loin. Son renfort était blessé. Le réservoir de carburant était toujours là, attendant. Enfin, un marine que personne n'attendait s'avança. Il mit les réservoirs sur son dos sans dire un mot et mena l'assaut. Il nettoya 3 positions avant d'être atteint par un sniper. Même lorsque tout fonctionnait parfaitement, l'arme pouvait tuer son utilisateur. Les exigences physiques allaient au-delà du simple port du poids. Le M2 ne contenait de carburant que pour 7 à 9 secondes de tir continu. Les opérateurs apprenaient à tirer par courtes rafales pour économiser le carburant, le tout sous un feu ennemi intense. Quand les réservoirs étaient vides, ils devaient combattre comme des fantassins réguliers, utilisant souvent des charges explosives pour achever ce que les flammes avaient commencé. Beaucoup portèrent des grenades et explosifs supplémentaires, ajoutant encore au poids déjà écrasant de leur équipement. La chaleur de leur propre arme constituait un autre ennemi. La tige métallique dirigeant la flamme pouvait devenir assez chaude pour brûler les gants. Les opérateurs apprenaient à tirer dans des positions qui éloignaient la chaleur de leur corps. Dans les espaces étroits autour des bunkers, ce n'était pas toujours possible. Certains hommes revinrent avec des brûlures non causées par le feu ennemi, mais par l'explosion de leur propre arme. Le mécanisme d'allumage défaillait souvent dans l'air humide du Pacifique. Les opérateurs portaient des allumettes étanches en secours, sachant qu'un allumeur défectueux signifiait la mort alors qu'ils étaient déjà exposés, le doigt sur la gâchette. Manquer de carburant en plein assaut signifiait une mort quasi certaine. L'opérateur devenait un fusilier normal, déjà marqué par l'ennemi. Les défenseurs japonais se souvenaient que le marine portait le lance-flammes et le chassait spécifiquement. La nuit, les autres marines pouvaient entendre les opérateurs creuser leurs tranchées de plus en plus loin. D'autres refusaient souvent de partager une tranchée avec eux, sachant qu'ils attiraient le feu ennemi comme un aimant. Certaines unités assignèrent des escouades entières pour protéger leurs opérateurs. Dans le chaos de la bataille, ces mêmes défenseurs devenaient souvent des victimes. L'opérateur se trouvait seul, portant une arme qui faisait de lui l'homme le plus précieux et le plus vulnérable du champ de bataille. Chaque soldat ennemi dans un rayon d'1 mile avait pour ordre de tuer d'abord l'opérateur. Les autres marines restaient à distance, non par désagrément, mais par peur des projectiles qui suivaient les lance-flammes partout. Entouré de milliers de camarades, il était pourtant complètement seul. La nuit, les opérateurs dormaient souvent séparés de leur unité, non par choix, mais par nécessité. Un seul tir de mortier dirigé sur eux pouvait anéantir une escouade entière. Ils creusaient donc leur trou loin des autres, assez près pour entendre des voix amies, mais suffisamment loin pour que leur mort ne fauche pas leurs compagnons. C'était le travail le plus solitaire du corps des marines. Puis la terre trembla lorsqu'un nouveau type de machine roula depuis la plage. Les Japonais n'avaient jamais rien vu de tel. 8 tanks Sherman modifiés, surnommés The Zippos par les troupes, transportaient 1135 litres de napalm et pouvaient projeter des flammes jusqu'à 137 mètres. Ces lance-flammes blindés se révélèrent dévastateurs contre les fortifications japonaises. Un capitaine déclara plus tard « Le tank lance-flammes, plus que toute autre arme, a gagné la bataille pour l'Europe. » Même ces tanks rencontrèrent une résistance féroce. Les soldats japonais lancèrent des attaques humaines en vagues, essayant de neutraliser les véhicules avant qu'ils n'atteignent une distance efficace. Les équipages de tanks faisaient face à leur propre version du problème de l'opérateur de lance-flammes. Une efficacité maximale nécessitait d'être le plus près possible de l'ennemi.